quelle est la différence entre un rectorat et un vice-rectorat? Évidemment, ça fait partie des questions, mais il n'y a pas que celle-là. On a la chance d'avoir avec nous sur ce plateau Pierre Luciana. Il est inspecteur général de l'administration et de l'éducation nationale et de la recherche. Pierre Luciana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que la première question qu'on a envie de poser, parce qu'on a entendu ce qu'a dit le Premier ministre, il est derrière nous, enfin pas le Premier ministre, mais l'image, à Mayotte, on va avoir un rectorat. Alors, quelle est la différence entre un rectorat et un vice-rectorat, clairement? Alors, pour bien mesurer la différence, oui, il faut bien comprendre qu'en réalité, c'est la création d'une académie, l'enjeu. L'organisation du système éducatif se caractérise par le fait que c'est au niveau académique et non pas au niveau des départements que se situe le niveau de pilotage de notre système éducatif. Et avec ça, tout le niveau d'expertise qui est censé l'accompagner. Donc en créant une académie, on apporte automatiquement un certain nombre d'experts de haut niveau dans un certain nombre de domaines que je pourrais évoquer si vous le souhaitez. On passe d'une autonomie, on va dire, formelle à une autonomie réelle. Parce que ce n'est pas au plan juridique qu'on perçoit cette différence. Alors, ça veut dire quoi, une académie? Et ça veut dire que Mayotte va devenir une académie? Exactement. À elle-même, on passe d'un département à une académie, mais qu'est-ce que ça va changer? Alors, en fait, la vraie question, c'est quelle est la différence entre l'académie et le département? C'est ce que je disais. Ouais. C'est à ce niveau-là que se trouve ce qu'on appelle, nous, on jargonne un peu la gouvernance, le pilotage, oui, le pilotage de décision, stratégique, mais stratégique, prospectif. Oui. On n'est pas dans la gestion quotidienne, on est dans la prospection. Et pour faire de la prospection, il faut avoir un certain nombre d'expertises. Un exemple. Oui. Le type de postes qui seront créés. Un délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue. C'est-à-dire qu'il va y avoir, et je vous donnerai d'autres exemples, la création d'un expert de haut niveau qui, à temps complet, travaillera sur l'articulation, l'évolution de l'offre de formation par rapport aux besoins du territoire, les nouvelles filières à développer, mais également dans les différents domaines, c'est-à-dire pas seulement sous statut scolaire, mais également sous statut d'apprentissage et au niveau de la formation continue. Et on va, deuxième exemple, pour en prendre que deux, vous savez qu'un des enjeux importants du territoire s'attache à la part de non-titulaires et donc l'effort de formation que le ministre a d'ailleurs annoncé. Et donc il est important, avec une académie, on a un délégué également académique à la formation des personnels de l'éducation nationale, c'est-à-dire une ingénierie de formation qu'on ne trouve pas dans une structure départementale. Et pour le quotidien de nos gamins, de nos enseignants, est-ce que ça veut dire, est-ce que le fait de passer en rectorat, ça veut dire qu'on va avoir plus de moyens, plus de classes, parce que c'est la question du fond, au fond, plus de classes, plus d'enseignants, est-ce que ça va avoir un lien avec le quotidien en fait? Il n'y a pas un lien mécanique avec ces moyens. Oui. Mais on a tous observé que ces dernières années, il y a eu parfois de la déception par rapport à un effet d'annonce. Pourquoi? Parce que quand bien même les crédits sont en rendez-vous, si on n'a pas le niveau d'expertise, le niveau d'ingénierie en accompagnement, la concrétisation de ces mesures tarde à se mettre en œuvre, voire ne se mettent pas en œuvre. Ouais. Donc c'est ça les conséquences directes. Et vous conviendrez que si on travaille sur la formation des enseignants non titulaires à un autre niveau d'ingénierie, ça c'est une conséquence directe au sein de la classe. Est-ce que le Premier ministre ou le ministre de l'Éducation nationale a évoqué, soit en public, soit en privé, je ne sais pas si vous allez nous le dire, mais effectivement la projection en termes de construction de classes ici à Mayotte? Vous savez mieux que quiconque, le besoin est réel. Alors oui, il a, lors de la réunion présidée par le Premier ministre, même si le Premier ministre, dans sa restitution, a été évidemment plus synthétique, a évoqué les efforts qui seront faits en matière de mise à niveau et de développement des établissements, écoles, collèges, lycées. Même pour le second degré, ça a été chiffré. Hein, à 79,5, pratiquement 80 millions d'euros annuels sur les 10 années à venir, pour en bien mesurer la portée. Les 5 dernières années, on était sur un volume autour de 45-47 millions par an. Donc vous voyez, on n'est pas dans le détail, je veux dire, on est quasiment dans le doublement des capacités de financement. Et forcément, ça va se voir sur le terrain. Samuel Bocher a une question à vous poser, monsieur. Question de bruit de décoffrage, vous m'excuserez, mais à Mayotte,
on est un petit peu comme ça, on a besoin d'avoir de la matière. En 2012, le budget de l'éducation nationale à Mayotte, c'était 300 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 600 millions d'euros, 90% pour le fonctionnement, 10% pour l'investissement. Un rectorat changera-t-il la donne, mais à quelle hauteur? Ben, je voulais dire... Dans l'inconscient collectif, c'est important d'avoir un chiffre. Ça va alors changer la donne déjà au niveau du volume des fonctionnaires qui seront affectés dans le nouveau rectorat. D'ailleurs, ça a été évoqué, ce rectorat, la création de ce rectorat va s'accompagner de dépenses d'investissement à hauteur d'1,5 million, c'est-à-dire qu'il y a des bureaux supplémentaires qu'il conviendra d'aménager d'une manière très, très concrète. Après, je vous l'ai dit, sur le niveau d'investissement, la programmation des investissements, il n'y a pas un lien mécanique entre la création d'un rectorat et le niveau de programmation, même si cette programmation est au rendez-vous. J'ai donné l'exemple des constructions. On pourra donner l'exemple également sur les moyens d'enseignement. N'oubliez pas qu'à cette rentrée, globalement, c'est plus de 400 postes supplémentaires qui ont été créés. Mais ça, c'était avant l'annonce du rectorat. Donc, le fait qu'on passe en rectorat, à ce niveau-là, ça va pas changer grand-chose tout de suite. Ça va changer, si, puisque d'une part, il y a un engagement sur le caractère pluriannuel de cet effort et de la continuité de cet effort. Et par ailleurs, le ministre a annoncé un effort important, d'ailleurs plus qualitative, sur les moyens d'enseignement. C'est-à-dire qu'il y aura une enveloppe qui sera dédiée en complément de celle qui consiste à l'accompagnement de l'évolution de la démographie et de l'évolution des structures. Il y aura une enveloppe pour mettre en œuvre localement, en gros, l'autonomie qu'on évoque, quelle est des moyens et des marges de manœuvre pour s'exprimer. Il faut de l'expertise, il faut des moyens. Cette enveloppe, on ne la connaît pas encore. Si, vous devez la connaître, mais vous moi pouvez pas j'en ai une idée. Voilà, mais il y a déjà un niveau au niveau de l'expertise, on en a une idée, mais là on va laisser les arbitrages pour le 14 mai, voilà. Notamment. L'université, ou plutôt le centre universitaire, on va avoir un problème à la rentrée. Il y a beaucoup d'universitaires qui vont être obligés de redoubler. On a connu les grèves là récemment, vous en savez quelque chose. Ils vont être obligés de redoubler. Il y a les gars qui ont passé le bac qui vont devoir aller à l'université. Il n'y a pas assez de place, monsieur Luciana. Il n'y a plus assez de place. On devait avoir effectivement une construction, un agrandissement pour la rentrée. On ne l'aura pas. Comment ça va se passer? Si. Non. Vous savez que hier, je participais au conseil d'administration du CUFR. Monsieur le préfet était également présent. Et précisément, on a évoqué les livraisons qui étaient prévues à la rentrée ou dans les 2 mois qui suivent la rentrée. Et aujourd'hui, les livraisons auront bien lieu. On va dire, il y a 4 classes d'abord à livrer à la rentrée. Celle-ci, il n'y a pas de problème. Les 2 autres, elles seront livrées d'après la programmation dont on a connaissance dans les 2 mois. Et donc pas d'inquiétude particulière pour nos étudiants? Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Après, il faut également savoir, bien avoir en tête qu'il y a une augmentation environ 200 places supplémentaires à la rentrée entre les BTS et les filières universitaires par rapport à ce qui existait. 200 places pour ce qu'on appelle les néo-bacheliers. Parce que vous savez, évidemment, il y a des redoublants qui viennent obérer une partie des places chaque année, mais ça, c'est anticipé. Samuel. Monsieur Luciana, on parle d'un rectorat de plein exercice. C'était une nouvelle qui était attendue depuis des années, des décennies même, j'ai envie de dire, à Mayotte. Mais dans les 101 revendications qui vous a été posée, à vous et aux délégués du gouvernement, il y a aussi un centre universitaire de plein exercice, une université de plein exercice. Oui. Ça n'a pas été abordé. Est-ce que c'est dans les tuyaux ou c'est quelque chose qui va marquer l'avenir? Alors, ça renvoie, d'ailleurs, ça fait le lien avec le rectorat de plein exercice, que vous savez que le recteur aura une autorité sur la structure universitaire que n'a pas le vice-recteur. Après, je ne suis pas certain qu'en posant le problème d'une université de plein exercice, on pose actuellement le problème de façon, comment dirais-je, pertinente. Je m'explique. Il y a des préalables. Aujourd'hui, il est impératif, il y a deux points qu'il faut, et qui ont été évoqués hier au conseil d'administration, qu'il faut préalablement résoudre. D'abord, avoir de la lisibilité sur le développement du centre universitaire. Vous savez que le centre universitaire a élaboré un projet, mais l'important, c'est que ce projet soit validé par le niveau national et qu'il y ait ce qu'on appelle, nous, une contractualisation. Une fois que le contrat sera signé entre le national et le centre universitaire,
alors il y aura un engagement de l'État sur la trajectoire, sur l'offre de formation et les moyens qui l'accompagnent. Et ce contrat sera signé quand? Voilà. Et ben l'enjeu, il est là. Oui. Il faut aller absolument adosser cette démarche à ce qu'on appelle la prochaine vague de contractualisation. Et elle le sera sur la vague 2018-2019. Et pour cela, là, on peut déjà l'annoncer, puisque le ministre de l'enseignement supérieur l'a validé. Il y aura un appui au niveau de l'IGAEDR, donc l'inspection générale, mais avec des collègues plus spécialisés sur l'enseignement supérieur, un appui qui sera mis à la disposition des autorités locales pour précisément préparer ce contrat. Et l'objectif, c'est de le signer, on va dire, dans un laps de temps rapproché. C'est une question de 12 mois ou 12-18 mois maximum. Une fois qu'on aura cette trajectoire, alors, ipso facto, je veux dire, le reste en découlera. Nos gamins, et c'est clair, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais c'est une réalité, de plus en plus de nos gamins ont besoin d'apprendre un métier. Et je pense aux formations professionnelles, ou plutôt au lycée professionnel. Est-ce que ça, le fait qu'on ait un rectorat, va pouvoir développer plus de filières professionnelles? C'est ce que je vous disais dans mes propos introductifs. Et si oui, lesquels? Voilà. Alors, lesquels? Vous savez, il faut faire attention, on ne peut pas on veut aller vite, on ne peut pas vouloir plus d'autonomie localement et vouloir que des arbitrages de ce type soient annoncés au niveau national. Ça serait complètement contradictoire. Par contre, oui, quand je vous dis qu'il y a un délégué académique ou formation professionnelle, c'est précisément ça. C'est comment développer. Alors, aujourd'hui, le territoire a une offre de formation au niveau de BTS qui est quand même significative, BTS de service et des BTS de production qui montent en volume. Et l'enjeu également de la fameuse trajectoire sur le développement, c'est également les développements de ce qu'on appelle les licences professionnelles. Oui, forcément. Ça, c'est quelque chose qui fera partie de la contractualisation, parce que c'est un enjeu fort et une priorité. Samuel Bocher. Le Premier ministre, sur le perron du Palais de Matignon, où vous étiez présent, a dit qu'en matière d'éducation, nous partions de loin. Alors, je vais partir de très loin, moi, avec ma question, encore une fois, à des pâquerettes. Mais c'est quoi la différence entre un vice-recteur, Madame le vice-recteur, Nathalie Cosentini, a beaucoup de qualités, mais quelle est la différence de qualification et de pouvoir aussi entre un vice-recteur et un recteur? Alors, comme je le disais, en pouvoir propre, au plan juridique, quand vous regardez, à ce jour, le vice-rectorat avait déjà les compétences, on va dire à 95%, à l'exception de l'enseignement supérieur, avait les compétences d'un rectorat. On se dit les choses clairement, et donc là-dessus, il n'y a pas de modification significative. Par contre, il y a tout le dialogue avec le niveau universitaire, ce qu'on appelle couramment la tutelle également, qui ne peut s'exercer que si on a en place un recteur, c'est-à-dire quelqu'un qui, de par son parcours, a rang d'universitaire et donc la légitimité pour exercer cette compétence. Des questions qui arrivent, beaucoup de questions, M. Luciana. Moi j'en ai des dizaines. Des auditeurs, téléspectateurs, internautes, veulent savoir à partir de quand, est-ce qu'il y a une date où on pourra dire, voilà, ça y est, à partir d'aujourd'hui, Mayotte est en rectorat. Alors, si on vous disait à partir d'aujourd'hui, moi ça m'inquiéterait. Ça m'inquiéterait parce que ça voudrait qu'on serait sur un changement formel. Ça devrait rassurer, comment dirais-je, vos auditeurs, téléspectateurs, sur le fait que le ministère a communiqué sur le fait qu'il pense être en mesure de mettre en place dans toutes les dimensions sous 24 mois maximum. 2 ans. Voilà, maximum. Ça veut dire qu'il va y avoir une période transitoire qui va commencer à préfigurer la mise en place. C'est-à-dire que les emplois spécialisés, dont je vous ai indiqué de haut niveau, vraisemblablement, un certain nombre d'entre eux seront positionnés avant ces 24 mois. Mais encore une fois, si on ne veut pas que ce soit un changement formel, il faut comprendre... Il faut le préparer, ça se prépare aussi. Il y a des investissements, il y a des locaux, il y a des modifications législatives, réglementaires sur le code de l'éducation à opérer, et puis en même temps apporter cette expertise et puis un certain nombre d'outils au niveau des systèmes d'information. Mais là, je ne vais pas m'y attarder, on deviendrait trop technique. Samuel, en conclusion. Question très importante pour Mayotte. On a essuyé plusieurs mouvements sociaux en matière de rythme scolaire, application de la réforme sur les rythmes scolaires. Aujourd'hui, on a des écoles en rotation qui sont très très nombreuses. Est-ce qu'il va y avoir un aménagement sur les rythmes scolaires ou est-ce que ça va être repensé ou maintenu en l'état? Alors, par définition, les rythmes scolaires, c'est par définition des décisions de proximité. Et lorsque j'ai eu
à rencontrer, notamment dans la première semaine de mon séjour, les organisations syndicales, collectifs, les élus. J'ai rappelé, attention, n'attendez pas un arbitrage national sur un sujet de proximité. Forcément. Sinon, la légitimité même de ce qu'on réclame. Bon. Le sujet se pose en des termes très différents, commune par commune. C'est évident que... Ça veut dire que chaque commune va pouvoir décider... vous savez, déjà, c'est déjà le cas, déjà c'est prévu. C'est-à-dire que c'est une décision conjointe arbitrée par l'autorité académique entre les demandes du conseil d'école et de la collectivité et de la commune. C'est déjà. Mais si vous voulez, ce dont on a bien conscience, c'est qu'il y a quand même des préalables, des conditions pour que les effets attendus des rythmes soient véritablement présents. Et là, il faut vraiment faire un point commune par commune. On va attendre tous avec impatience l'arrivée de la ministre des Outre-mer. Hein, c'est prévu, je crois, entre le 13 et le 15 mai prochain, si je ne dis pas de bêtises. C'est là où on aura véritablement toutes les décisions. Là, on ne parlera plus de perspective ou de projection. Ce sera les décisions. Clairement. Mais il y a déjà des décisions de prise. Oui. Quand je vous ai expliqué qu'il y avait près de 80 millions sur la table pour la programmation, ce sont des décisions. Quand je dis que le directeur de planification, ce sont des décisions. Il y a quelques encore mesures d'arbitrage ou d'expertise complémentaires. D'ailleurs, c'est la raison de notre présence encore cette semaine qui sont nécessaires pour finaliser un certain nombre de décisions. Pierre Luciana, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.